La guerre en Grèce pourrait avoir influencé l'apparition de la démocratie. Bonjour chers amateurs d'histoire. On a vu précédemment qu'en Grèce, le paysage était particulièrement montagneux et que ça avait plusieurs effets. Comme les régions sont isolées les unes des autres, déjà l'union politique était plutôt difficile à obtenir et ça a été un problème constant dans l'histoire de la Grèce. Mais également, le fait que le paysage soit montagneux, ça fait en sorte que les terres cultivables sont relativement rares si on compare par exemple à la Mésopotamie ou d'autres régions dans le monde. Qu'est-ce que ça va avoir pour effet? C'est que d'une part, ça va créer des dissensions internes, des tensions internes à l'intérieur de chaque cité. Parce qu'évidemment, ceux qui s'approprient les terres, et ça arrive nécessairement, eh bien, ils vont créer des mécontents au sein de la population, ceux qui n'ont pas assez de terres. Donc, ça va créer souvent un climat de tension sociale qui devient souvent un climat de tension politique. Mais d'autre part, on va voir aussi que cette rareté des terres va amener des rivalités entre les cités pour la possession des terres. Et tout ça, ça va participer à faire évoluer la politique en Grèce. Donc, chez les Grecs, la guerre revêt une importance particulière. Les Grecs se font la guerre à peu près tous les ans à leurs voisins. Alors donc, entre les semailles du printemps et les moissons à la fin de l'été, les Grecs en profitent pour aller s'affronter les uns les autres. Et qu'est-ce que ça va faire? C'est que la guerre va être omniprésente en Grèce et elle va avoir une influence sur l'évolution de la politique. Au départ, à l'époque des siècles obscurs, donc avant la Grèce, l'époque de la Grèce archaïque, la guerre était le fait des aristocrates, les grands propriétaires de terre. Ce sont eux qui faisaient la guerre. Pourquoi? D'abord parce qu'ils cherchaient à obtenir davantage de territoire et parce qu'on n'en a jamais assez. Et d'autre part, ils voulaient protéger les terres qu'ils possédaient déjà. Donc, les aristocrates s'occupent de la guerre. Ce sont eux, d'ailleurs, qui ont les moyens de le faire parce que ce sont eux qui sont en moyen de payer l'équipement. Sauf que à l'époque des siècles obscurs, les armées étaient petites parce que les aristocrates eux-mêmes sont relativement peu nombreux et d'autre part, l'armement était relativement réduit. Et ces armées-là étaient plutôt désorganisées. Hein. Ça ressemble un peu à ce qu'on voit dans la description de la guerre de Troie par Homère, c'est-à-dire que ce sont de petites armées ou est-ce que ce sont plusieurs combats individuels entre aristocrates, et donc des armées relativement peu organisées. Mais vers 750-700 avant Jésus-Christ, le contexte de la guerre va changer. D'abord, apparaît un nouvel armement qu'on appelle la hoplite. C'est quoi la hoplite? En fait, c'est plusieurs choses. C'est d'abord un casque que le guerrier porte pour protéger sa tête. C'est également une cuirasse et également aussi des jambières pour protéger les jambes. Et évidemment, la pièce la plus importante, c'est aussi un bouclier rond qui protège le corps du guerrier. Et il y a aussi un armement offensif, une grande lance d'environ 2 mètres de long et une épée courte. Alors, comment on fonctionne avec cet équipement? C'est que cette invention de la hoplite va s'accompagner également d'une nouvelle façon de combattre. On va combattre maintenant en rang. Et cette nouvelle unité tactique va porter le nom de phalange hoplitique. Alors le principe est le suivant, c'est que chaque combattant reste placé côte à côte et tout le monde porte son grand bouclier rond sur le bras gauche. L'idée étant de protéger la moitié de son corps et la moitié du corps du voisin à gauche. Et évidemment, pour garder cette protection de façon permanente durant la bataille, les soldats doivent avancer et reculer ensemble, toujours en rang. Et donc, cette façon de combattre va obtenir des résultats très intéressants sur le champ de bataille. Et évidemment, pour que ce soit efficace, il faut qu'on ait des armées plus importantes. Autrefois, ce n'était que les aristocrates qui combattaient, mais là, on a de nouveaux riches
qui vont apparaître dans la cité. Et pourquoi je parle de riches? Parce qu'évidemment, il faut acheter cet équipement qui est coûteux. Et seuls ceux qui ont les moyens peuvent acheter cet équipement, et ce sont les aristocrates traditionnellement qui s'achètent l'armure et tout ce qui vient avec, mais de plus en plus des nouveaux riches apparaissent dans les nouvelles cités. On l'avait vu à l'occasion du début de la Grèce archaïque. Le commerce a commencé à renaître et il y a des nouveaux riches qu'on appelle les marchands. Les marchands participent désormais aussi à la défense de la cité et ils ont les moyens de s'acheter l'équipement, et aussi certains artisans prospèrent. Qu'est-ce que ça va faire? C'est que les armées seront plus nombreuses et les cités qui vont qui vont développer ce type d'armement-là et ce type de combat-là vont obtenir aussi des succès contre leurs adversaires. Et tout ça va amener un succès militaire chez les cités qui adoptent la phalange hoplitique. Mais il y a un effet inattendu qui va venir avec ça, c'est que les marchands, les nouveaux riches qui participent à la défense de la cité commencent à réclamer des droits politiques. C'est que, dans le fond, ces gens-là se disent « je défends la patrie par mon sang, j'aimerais pouvoir décider contre qui on fait la guerre, contre qui on ne la fait pas ». Donc, ils veulent participer au gouvernement de la cité, au moins voter, etc. Alors, ces gens-là vont réclamer des droits politiques aux leaders traditionnels de la cité, c'est-à-dire les aristocrates. Évidemment, les aristocrates n'aiment pas partager leur pouvoir et au début, ils refusent de le faire. Sauf que ils se rendent bien compte qu'ils ont besoin des marchands, des artisans prospères pour les succès de l'armée. Alors, ils doivent céder peu à peu une partie de leur pouvoir aux nouveaux riches, ceux qui les aident à combattre et à défendre la cité. Et de ce fait, la politique va changer dans la cité qui adopte la phalange hoplitique. On va passer d'un système qui est l'aristocratie, qui était basé sur la naissance. Donc, pour faire partie des aristocrates, il fallait naître dans les bonnes familles, les familles qui possédaient des terres. Mais là, désormais, le pouvoir va être partagé entre tous les riches. Alors, ça va devenir ce qu'on appelle en Grèce l'oligarchie, c'est-à-dire le pouvoir partagé entre les gens aisés, les gens riches, ceux qui ont les moyens de faire partie de l'armée et de se payer l'équipement. Alors, tous ces gens-là, les gens riches, peu importe leurs origines au départ, vont obtenir des droits politiques, notamment un certain droit de vote. Et pour les plus riches d'entre eux, ils vont obtenir le droit de se présenter aux élections et donc de faire partie de l'élite dirigeante. Alors, cette oligarchie va se répandre partout, partout en Grèce. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que les cités qui adoptent la phalange politique et qui finissent par être obligées de devenir des oligarchies, ben, ces cités-là obtiennent du succès militaire et leurs voisines, leurs cités voisines, n'auront pas le choix d'adopter la même façon de combattre pour survivre et vont subir les mêmes contre-coups politiques et évoluer, elles aussi, vers l'oligarchie. Alors, de façon générale, durant cette période-là, au début de la période archaïque, l'ensemble des cités, l'immense majorité des cités vont devenir de type oligarchique, avec un système politique où les riches ont gain de cause, où les riches ont droit de parole. Mais à Athènes, l'évolution va aller plus loin. Qu'est-ce qui va arriver exactement à Athènes? C'est que suite à plusieurs bouleversements, notamment une guerre contre les Perses, les Athéniens vont finir par changer leur façon de combattre. Évidemment, ils vont adopter la phalange politique comme tous les autres, mais ils vont développer une flotte navale. Alors, ils vont constater que le fait de posséder une grande flotte va les aider à combattre leurs ennemis. Et à Athènes, cette flotte navale va prendre une ampleur incroyable comparé aux autres villes. On va finir par construire une flotte de 200 navires. Le fait qu'on ait trouvé des mines d'argent sur les monts du Laurion voisins d'Athènes, ça va aider à financer la construction de cette flotte-là. Et si on regarde bien les bateaux de cette époque-là, ce sont des galères. En fait, on les appelle des trières parce qu'il y a 3 rangs de rameurs sur chacun de ces navires-là. Alors, on a besoin de beaucoup de rameurs. Alors, au-dessus de 170 rameurs sur chaque navire. Alors, si on remarque bien,
si on a une flotte d'environ 200 navires, ce qui était le cas à Athènes, avec 170 rameurs sur chaque navire, ça veut dire qu'on requiert beaucoup de rameurs. Alors, qui va ramer chez les Athéniens? Eh bien, on ne fait pas confiance aux esclaves dont la loyauté est jugée douteuse. Alors, on va préférer faire ramer des citoyens, des gens en qui on a confiance, pour ne pas qu'ils désertent en plein milieu de la bataille. Alors, évidemment, les citoyens riches font déjà partie des hoplites. Alors, on va faire appel aux citoyens pauvres, alors qui n'ont peut-être pas les moyens de se payer une armure, mais qui peuvent ramer néanmoins sur les navires. Alors, on va requérir de nombreux citoyens rameurs pour former les équipages de ces 200 navires. Et l'effet insoupçonné que ça va avoir, c'est que évidemment, les rameurs sur le navire, lorsque le navire combat, lorsque le navire est coulé, ces gens-là risquent leur vie. Plusieurs peuvent éventuellement être noyés ou tout simplement être tués. Alors ces gens-là risquent leur vie pour la patrie, au même titre que les hoplites, au même titre que les cavaliers ou n'importe quel membre de l'aristocratie ou des gens aisés. De ce fait, ils vont imiter les hoplites avant eux, ils vont réclamer à leur tour des droits politiques. Ils veulent pouvoir décider contre qui ils vont mener la guerre, avec qui ils vont faire la paix, etc. Et de fil en aiguille, ils vont réclamer un droit de vote, le droit de se présenter aux élections, du moins pour certains d'entre eux, les moins pauvres d'entre eux. Et à Athènes, l'évolution politique va aller plus loin que dans le reste de la Grèce. Et c'est que Athènes va devenir une démocratie. Le mot démos en grec signifie peuple et kratos signifie pouvoir. Donc la démocratie à Athènes, c'est le pouvoir donné au peuple, et le peuple qui est personnifié par les citoyens pauvres d'Athènes. Alors Athènes va devenir une cité démocratique en grande partie grâce à la guerre. Évidemment, il faut tenir compte aussi qu'il y a d'autres éléments qui vont jouer un rôle, certaines réformes comme les réformes de Solon, les réformes de Clisthène. Donc, c'est plus complexe que ce que je vous expose ici, mais néanmoins, il est bon de savoir que l'armée et la façon de faire la guerre va jouer un rôle important dans l'évolution politique de la Grèce et d'Athènes plus en particulier. Alors, Athènes, on l'a vu, devient une démocratie. Mais pas une démocratie au sens où on l'entend à notre époque contemporaine, dans la mesure où est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui vont être exclus du processus décisionnel à Athènes. D'abord, rappelons-nous que ce sont les gens qui combattent pour la cité qui obtiennent des droits politiques. De ce fait, beaucoup de gens vont être exclus. D'abord, les femmes. La moitié de la population, les femmes ne combattent pas à cette époque-là. Hein, donc, les Athéniens ne croient pas aux femmes guerrières. De ce fait, elles vont être exclues des décisions, elles vont être exclues du processus démocratique. Mais il y a aussi les esclaves. Alors, rappelons-nous que les esclaves proviennent en grande partie des guerres, ce sont des prisonniers de guerre. Il y a énormément d'esclaves à Athènes, qui est une ville guerrière qui connaît plusieurs succès. Ces esclaves-là, à Athènes, n'auront pas le droit de voter non plus. Et il faut compter aussi le fait qu'il y a plusieurs étrangers à Athènes, des gens qui habitent là, mais qui n'ont pas le statut de citoyen. Ces gens-là, on les appelle des métèques. Évidemment, ce ne sont pas tous de véritables étrangers au sens moderne du terme, dans la mesure où est-ce que, pour être un citoyen à Athènes, il fallait au moins avoir un parent d'origine athénienne. Et plus tard, à l'époque de Périclès, il va falloir avoir deux parents athéniens, un père et une mère qui descendent de citoyens. Et donc, c'est très difficile de devenir citoyen à Athènes, surtout que les mariages entre citoyens et non-citoyens sont découragés, ils sont très mal vus. Alors, il y a des gens à Athènes qui habitent, qui à cette époque-là résident à Athènes depuis plusieurs générations et n'ont toujours pas le statut de citoyen. Ces gens-là, on les appelle les métèques et ils n'ont ni le droit de combattre, ni le droit de voter finalement. Alors, on pense que environ seulement 10% de la population à Athènes avait le droit de vote. Donc, c'est une démocratie extrêmement limitée. Et comment se manifestait cette démocratie? En fait, on va organiser le gouvernement en plusieurs organes. L'organe principal, le plus important, où se prennent les décisions essentielles, c'est l'Ecclésia, qui est l'équivalent de l'Assemblée des citoyens à Athènes. Alors, c'est dans l'Ecclésia qu'on va voter les lois.
D'autre part, c'est à l'Ecclésia qu'auront lieu les élections. Alors, il y a certains politiciens, certains hommes politiques qui sont choisis au sort, mais il y en a quelques-uns, les fameux stratèges, qui, eux, vont être élus par le vote de la population. Donc, c'est dans l'Ecclésia qu'ont lieu ces élections-là. Et c'est dans l'Ecclésia également qu'on va voter les budgets et qu'on va voter également la paix, la guerre et les alliances avec les autres cités. Mais comme l'Ecclésia, c'est l'assemblée de tous les citoyens et qu'ils sont quand même plusieurs milliers, eh bien, pour éviter le désordre et le chaos, on va créer une assemblée plus restreinte qu'on appelle l'aboulée. L'aboulée, en fait, c'est le Conseil des 500. Au départ, c'était le Conseil des 400, mais ça va devenir le Conseil de 500. C'est qu'il y aura 500 citoyens à Athènes qui vont être choisis, déterminés au sort pour faire partie, pour une année, de cette assemblée-là. Et qu'est-ce qu'on y fait dans l'aboulée? C'est que, en fait, c'est là qu'on prépare les lois. Alors, quelqu'un qui veut proposer une loi pour faire voter à l'Ecclésia doit d'abord la présenter à l'aboulée. À l'aboulée, les citoyens qui en font partie vont examiner la loi proposée pour voir si elle est légale, si elle est conforme aux lois d'Athènes. Ce qui n'empêche pas de la présenter aux Athéniens ensuite parce qu'ils ont le droit de voter même pour des lois illégales qui ne respectent pas les lois. Alors, l'Assemblée est souveraine. Et c'est à l'aboulée qu'on va déterminer l'ordre du jour pour la prochaine Assemblée. Et puis, pour le gouvernement de la cité, il y a plusieurs magistrats qui vont être élus ou tirés au sort. Les plus importants d'entre eux, ce sont les stratèges. Les stratèges qui jouent un rôle militaire, évidemment, ils sont 10, mais également, ils vont participer également au gouvernement de la cité, avec aussi d'autres magistrats comme les archontes qui, eux, sont tirés au sort, et plusieurs autres magistrats moins importants. Donc, si on regarde bien l'appareil politique d'Athènes, au sommet vont trôner l'Ecclésia, l'aboulée et les magistrats, particulièrement les stratèges. Mais il faut tenir compte aussi de l'aspect judiciaire. Alors, on a le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, mais le pouvoir judiciaire est important. Alors, il y aura plusieurs cours de justice à Athènes sur lesquelles on est relativement mal renseigné, mais la plus importante d'entre elles est relativement bien connue, c'est l'Élié. L'Élié, en fait, c'est le tribunal suprême à Athènes. Lorsqu'une cause est amenée en appel, elle finit par déboucher jusqu'à l'Élié, mettons que ça se rend vraiment loin, et c'est l'équivalent de la Cour suprême au Canada. Alors, qu'est-ce qu'on fait à l'Élié? C'est que d'abord, il y a un grand nombre de gens à chaque année qui sont tirés au sort pour faire partie de l'Élié. Il y a 6000 personnes à chaque année qui vont être choisies pour faire partie de l'Élié pour un an. Et on fait appel à eux lors des procès. Et comment ça fonctionne un procès? Dépendant de l'importance du procès et du type de cause qui est entendu, on va faire appel à un grand nombre de membres de l'Élié, entre 500 et 1200, si je me rappelle bien. Et donc, une fois que la cause va être entendue, avec donc les témoins, avec les plaidoiries, etc., ce sont les ailiers qui vont trancher et qui vont voter. Et comme évidemment ils sont très nombreux, le vote va se faire par une majorité simple. Alors donc la majorité plus 1 va déterminer si la personne est coupable ou innocente. Donc, si on résume, l'exercice du pouvoir et l'exercice de la justice à Athènes se fait de façon démocratique. C'est le peuple qui tranche à chaque fois. Mais évidemment, il faut toujours se rappeler, quand on parle de la démocratie à Athènes, qu'une grande majorité de la population est exclue de ce processus décisionnel. Alors, les femmes, les esclaves, les métèques sont exclus des décisions. De ce fait, l'héritage politique d'Athènes est extrêmement riche parce que, en fait, contrairement aux monarchies qu'on a pu voir en Mésopotamie et qu'on voit à bien d'autres endroits à cette époque-là, à Athènes même, ce n'est plus une seule personne qui décide du sort de ses semblables, mais un groupe de gens qui font partie d'une assemblée. Évidemment, ils sont une minorité quand on regarde l'ensemble de la société, mais ça va quand même inclure beaucoup plus de gens qu'auparavant. Et les lois sont déterminées par tous.
Une chose aussi qu'on constate, si on fait le parallèle avec les lois d'Hammurabi, c'est que cette fois-ci, la religion ne justifie plus le pouvoir. On ne prétend plus que les lois proviennent des dieux. On n'a plus besoin de le faire, en fait, parce que comme les lois ont été votées, elles représentent l'opinion de la majorité. Et de ce fait, elles gardent déjà, elles obtiennent déjà une certaine légitimité qu'on n'a plus à défendre par des supposées lois divines. Donc, on a des membres de la communauté, les citoyens, qui sont tous égaux. Évidemment, il y a encore des esclaves, il y a encore des femmes, il y a encore des étrangers qui n'ont pas autant de droits, mais parmi la population même, il y a un ensemble de citoyens, trop limités évidemment, qui ont les mêmes droits. Et qu'on soit paysan, citoyen paysan à cette époque-là, ou un citoyen aristocrate, notre vote a le même poids aux assemblées. Et on doit se défendre de la même façon face à l'ayé, face aux différents tribunaux. Donc, à Athènes, ce qui est intéressant de constater, malgré les grandes limites que j'ai évoquées, on a affaire au premier exemple d'un État de droit en Occident, c'est-à-dire un État basé sur le droit des citoyens.